Donc ici, toujours le même concept, nous passons 1 heure avec un auteur, acteur de la scène littéraire. Nous échangeons sur son dernier livre, sur son œuvre, et nous nous permettons même quelques indiscrétions. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir une autrice dont le CV suffirait à lui-même de laisser filer cette heure. Je veux bien sûr parler d'Anne Bockel. Alors, je vais résumer rapidement le palmarès. Anne a étudié à l'École normale supérieure, elle est agrégée de lettres, elle a enseigné à Paris, puis à Lyon. Elle est l'autrice de plusieurs essais qu'elle a coécrits avec son mari Étienne Kern, dont Une histoire des haines d'écrivains ou encore Le crâne de mon ami, qui parcourt les plus belles histoires d'amitié entre écrivains. Mais Anne, c'est lorsqu'elle se dirige vers la fiction qu'elle nous chamboule. En 2021, son premier roman, Le Berger, sort au seuil. Dans cet ouvrage, Anne va nous plonger dans un univers qui est comme la couverture, noir par son sujet, mais lumineux par son écriture. Nous suivons Lucie qui va basculer, dans la spirale infernale de l'emprise psychologique d'une secte religieuse et de son bourreau. Et ce qui est intéressant, c'est que pour L'Enfant de la rage, publié chez Robert Laffont en janvier dernier, Anne choisit de traiter un sujet tout aussi délicat. Tout comme Lucie, qui percevait une vie meilleure au sein de la secte, Johan, lui, décide de rejoindre un combat et se construit une famille de cœur au sein d'une ZAD de province. Ce gamin, c'est un mélange de provocation et de révolte. Crise adolescence ou crise identitaire, il s'oppose au schéma d'éducation de ses parents et quitte de plus en plus souvent le domicile pour la ZAD. C'est lors d'une descente de CRS que son combat prend fin, puisqu'il est grièvement blessé et tombe dans le coma. Voici un livre aux multiples sujets, des passages qui divisent et d'autres qui rassemblent. Voici de quoi l'heure à suivre va traiter. Alors, chère Anne, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes heureuses de passer cette heure avec vous et avec votre enfant de la rage. Je laisse la parole à Isabelle et Nadine pour commencer. À vous les filles. Merci beaucoup, Cindy. Merci encore, Anne, d'avoir accepté notre invitation. Alors, Cindy l'a rappelé dans son introduction, ton précédent roman traitait de la réalité, la sordide réalité des mouvements sectaires, c'était Le Berger. Cette fois-ci, tu t'intéresses à la ZAD. Et on a l'impression en fait que ton écriture te mène toujours vers des groupes sociaux qui sont en marge de la société. Alors cette fois-ci, pourquoi la ZAD a été ton terrain d'étude et qu'est-ce que tu as voulu dire à travers ce lieu et voilà, qu'est-ce qui t'a emmené vers ce lieu? Tout d'abord, je voudrais vous remercier toutes les cinq de m'avoir invitée pour pouvoir parler de mon livre. Et puis, j'étais très touchée par tout ce que je viens d'entendre. Et donc, mille merci vraiment. Alors, la première question, parce que j'en entends deux en fait dans ce que tu dis, Ouais, tout à fait. c'est la question des groupes sociaux en marge. Et c'est vrai qu'il y a une continuité entre les deux textes. Moi, j'aime bien les marges parce que c'est le lieu de l'utopie. Alors, ça ne veut pas forcément dire que l'utopie est une bonne chose, hein, ou que c'est forcément un lieu idyllique. Ça l'est dans aucun des deux textes. Mais ça me paraît très, très significatif de ce qu'est notre société parce que à chaque fois, la marge ou le lieu de l'utopie, c'est l'envers de la société en fait. C'est peut-être l'endroit où on voit le mieux ce qui ne fonctionne pas, parce que si on cherche à s'extraire de la société pour en reconstruire une autre, c'est précisément qu'en fait on n'est pas satisfait et qu'on espère autre chose. Et dans les deux cas, je mets en scène des personnages. Donc, bon, en l'occurrence, deux personnages féminins qui font une sorte de trajet de conversion vers cette marge. Et cette conversion, alors soit conversion à la secte, soit conversion à la ZAD, sans qu'il y ait du tout d'équivalence entre les deux, parce que je ne veux pas dire que la ZAD est sectaire ou que la secte est, comment dire, du côté de l'indignation, pas du tout. Mais dans les deux cas, il y a un point commun, c'est que ces deux individualités ne se retrouvent pas dans le lien social tel qu'il existe actuellement. Et donc, il faut retrouver ce lien social, il faut retrouver une certaine manière de créer un groupe,
C'est ce qui arrive, à Lucie, mon héroïne dans Le Berger, c'est ce qui arrive à Johan en fait, qui cherche aussi une sorte de chaleur humaine et c'est ce qui arrive également à sa mère Laurence. Donc voilà, pour moi cette question des marges, elle est très importante parce qu'elle est à la fois, symbolique des dysfonctionnements sociaux et en même temps parce que sur le plan narratif, c'est extrêmement important. Ça me donne l'occasion de peindre une trajectoire. Et ça, c'est aussi important dans le roman, quoi. Il faut qu'il y ait un point de départ, il faut qu'il y ait un point d'arrivée et alors pas forcément de manière spatiale, mais ça donne une forme de dynamisme à la narration. Alors après, pourquoi la ZAD Oui, en pourquoi la particulier? ZAD? Ça, c'est encore autre chose. Alors souvent, dans la causalité, quand on pose la question de la causalité à un romancier, pourquoi ce sujet? On a toujours l'impression que c'est hyper simple en fait, qu'il y a un événement, qu'il y a un événement déclencheur ou hop, un jour, il y a une illumination soudaine et puis d'un coup le sujet est venu et s'est imposé à moi. Alors j'aimerais pouvoir répondre comme ça parce que pour le storytelling c'est mieux quoi. Genre bon voilà, tu as vu un tableau, tu as vu une étoile ou tu as vu une émission ou je ne sais quoi ou tu as vu une chanson. Alors non, ça marche pas comme ça. Chez moi, ça marche plutôt par cercle concentrique, c'est-à-dire que je pars de centres d'intérêt extrêmement généraux. Et là, le centre d'intérêt le plus général, c'est le fonctionnement de la société contemporaine, ou plutôt son non-fonctionnement. Et puis ensuite, je regarde ce qui peut être le plus intéressant, là aussi d'un point de vue narratif. Et ce qu'il y a d'extraordinaire vraiment dans la ZAD, et je suis toujours convaincue de ça après avoir écrit le bouquin, c'est que c'est un nœud qui concentre énormément de conflits différents. Alors évidemment des conflits politiques, mais aussi un conflit de génération. Et c'était le croisement des deux que je trouvais particulièrement intéressant parce que ça donnait l'occasion de dépeindre évidemment la violence physique, mais aussi une forme de violence psychologique. Et je crois que ça n'a pas changé depuis l'Antiquité, depuis Aristote. Il faut du combat, quoi. Il faut quelque chose d'agonistique. Et, bon, il y a pas de narration sans conflit, quoi. Donc j'avais le conflit et j'avais de quoi parler de la société. Le reste, mais en fait c'est l'essentiel, le reste c'était comment donner une unité à tout ça. Et là, voilà, le vrai défi, c'est de trouver un fil narratif, de trouver des personnages. Alors, le jour où j'arriverai vraiment à être performante, je partirai des personnages et pas de l'idée, mais là, c'est pas encore le cas. Bon, en tout cas, nous, on l'a vraiment ressenti, le fait que ton lieu choisi, cette ZAD, elle concentre en fait tous ces questionnements-là. Et on a trouvé vraiment ce lieu extrêmement important. Parce que tout ce que tu en dis, c'est vrai qu'à la lecture, on le ressent. Et il vient questionner effectivement. Donc, Oui, le lieu, c'est vraiment, c'est un univers de concentration. Alors comme je te le disais tout à l'heure, le danger, je crois, c'est de rester, enfin de penser que le lieu suffit, quoi, que le décor suffit, ce qui est extrêmement tentant parce qu'au fur et à mesure que tu accumules la documentation, tu te dis, «Je vais pouvoir simplement dépeindre le milieu, et faire une espèce de, voilà, de sociologie narrativisée». Le danger, tu suis le tennis ou pas, Léo? voilà, le danger quand tu fais ça, c'est que, ça devient très, très vite, statique ou alors il y a une multiplicité de personnages, et finalement, progressivement, le lieu, alors je dirais pas passe à l'arrière-plan parce qu'il reste quand même au cœur du propos, mais il se soumet à l'histoire de ces deux parents, heu et et ça, Et c'est de c'est cette un famille, du travail de coup, des sélection, en parents fait. oui, de cette famille, en fait, il vient, Voilà. il est comme un prétexte, enfin, je sais pas hein, si Oui, je, oui, tout à fait. Mmh mh. à venir dire autre chose par rapport à cette famille. Et d'ailleurs, cette famille, Nadine, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que... Alors oui, bonjour, bonjour Anne et merci. Donc le deuxième mot sur lequel on voulait un peu échanger, c'était le mot famille.
Mm. Donc cette famille, dans ton roman, elle est plurielle. D'un côté, il y a évidemment la famille nucléaire, qui d'ailleurs va exploser. Tu as voulu, il nous semblait, une famille qui était quand même relativement isolée, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas de notion de famille élargie, d'amis, de connaissances. On a l'impression qu'ils sont un peu suspendus comme ça, nulle part dans leur environnement. Il y a la ZAD, il y a eux, et entre, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Et de l'autre côté, on trouve la famille que la ZAD peut elle aussi constituer. Bien sûr, c'est toute une micro-société, mais on y retrouve quand même des figures maternelles et paternelles. Et donc, on avait envie de savoir ce que tu souhaitais, toi, mettre en lumière à travers ces différentes familles, justement. Oui, alors c'est vraiment une question très intéressante et c'est d'ailleurs la première fois qu'on me la pose, donc je suis très, très contente de l'entendre parce que c'était l'une des intentions du livre. Alors sur le côté, resserré de la famille nucléaire, ça c'est vraiment une volonté de ma part parce que, une des tentations quand on dépeint une famille, c'est en effet la famille élargie, c'est-à-dire les grands-parents, les tantes, les oncles. C'est tout à fait possible, mais ça fait, alors ça posait 2 problèmes. Ça accroissait le volume, du livre et d'autre part, ça diminuait la tension narrative parce qu'on est obligé de créer des personnages et qui sont pas forcément utiles à la progression de l'intrigue. Donc il y a toujours ces questions-là je dirais extrêmement classiques, mais en fait capitales quand on écrit, de transparence de l'écriture pour le lecteur. Alors c'est vrai qu'une des tentations du roman contemporain, c'est le foisonnement et je déteste pas du tout les romans, foisonnants. Mais je crois que pour ça, il faut des moyens que je n'ai pas, c'est-à-dire, il faut enfin, se sentir capable de manipuler beaucoup, beaucoup de personnages. Et bon, là, moi, je pense pas encore avoir cette capacité-là, et donc j'ai essayé de supprimer un certain nombre de difficultés. Donc ça, c'est plutôt accessoire. Enfin, pas accessoire, mais c'est plutôt technique. En revanche, ce que je tenais vraiment à faire, et c'est pourquoi je te remercie pour la question, c'est vraiment montrer qu'il y a cette opposition de 2 familles, ou plutôt de 2 façons de concevoir le lien social. D'une part, la famille nucléaire, qui est, et qu'on le veuille ou non, j'ai envie de dire depuis la nuit des temps, la cellule fondamentale de toute société, et d'autre part, une autre façon de faire société qui est, je dirais, la société tribale ou la société, clanique. Et il n'y a pas du tout, là encore de ma part, je sais bien que le vocabulaire, il y a toujours des connotations derrière, c'est pas du tout péjoratif. Donc d'un côté ce lien familial et de l'autre le lien qui ressemble un peu à une tribu. Euh, et en fait, les deux, enfin, ce que montre le livre, c'est que les deux sont très, très, très difficilement compatibles et que quand on veut choisir l'un, c'est un peu comme si on excluait l'autre. Et dans la ZAD, en tout cas dans ce que j'ai pu en lire, c'est la tentative de reconstruire un lien social qui soit purement horizontal. Alors ça c'est très intéressant quand on se plonge dans la documentation. Le refus absolu de toute hiérarchisation, le refus notamment de toute forme de paternalisation. Donc c'est un refus de l'autorité qui va du haut jusqu'en bas. C'est un refus également des rapports hiérarchiques entre hommes et femmes. Et donc l'invention ou la tentative d'inventer d'autres manières de faire société qui se traduit par l'invention de nouveaux systèmes de justice, l'invention de nouveaux systèmes de production économique et surtout, ce qui m'a le plus fasciné, l'invention d'autres processus décisionnaires. Comment prendre une décision si il n'y a pas de chef? Et c'est la confrontation vraiment de ces 2 types de fonctionnement, qui me paraissait, intéressante à mettre en lumière. Sachant évidemment, alors ça, je suis évidemment pas sûre d'avoir montré tout ça, mais je vous livre un peu le fruit de mes réflexions en écrivant, sachant que la famille nucléaire elle-même pratique aussi le lien horizontal, qu'elle n'est pas simplement du côté de la hiérarchie, et qu'à l'inverse, dans la ZAD, des relations hiérarchiques peuvent se nouer en dépit de la volonté des participants de supprimer cette hiérarchie. Témoin le personnage du pilote, qui est évidemment très, très ambigu de ce point de vue-là, parce qu'on sent qu'il essaie d'imposer sa volonté.
Et derrière, voilà, derrière mes personnages, il y a la confrontation de ces idées, c'est tout à fait vrai. L'ultime défi étant de faire que le personnage ou les personnages ne s'effacent pas devant les idées, parce que sinon ça devient rapidement trop schématique. Et là aussi, c'est un problème du point de vue de l'écriture. Merci Anne. C'est vrai qu'il y a un côté un peu idéaliste à vouloir un système finalement sans chef décisionnaire, parce que Mmh. quelque part, il y a toujours quelqu'un qui s'impose, que ce soit par son charisme, par ses idées. Voilà, le pilote, c'est pas pour rien qu'il s'appelle le pilote, et ça reste quand même assez idéaliste de vouloir une société où tout le monde serait à l'horizontale et avec une voie identique pour chacun. Et oui, parce que quand on pense ça ou quand on essaie de mettre ça en œuvre, aussi noble, que cela paraisse ou aussi souhaitable que cela paraisse, on oublie un paramètre, essentiel qui est tout simplement le paramètre humain et donc la personnalité des gens et c'est un problème dont on ne sort pas. Dès qu'on entre dans l'utopie politique, on se heurte à la nature humaine, et c'est un conflit absolument insoluble. Merci beaucoup, Anne. On va passer à un sujet un peu plus rude que l'utopie. Isabelle. Merci. Juste avant de poser ma question, j'aimerais juste qu'on fasse un petit zoom sur notre sixième de la bande qui est en train de s'affairer à peindre, enfin, à nous faire à nouveau un magnifique rendu du roman. Alors c'est Octave. Il nous Euh, a rejoints. oui, Octave, il transforme les livres pour en faire des œuvres d'art. Voilà, Octave parle, comme ça tu apparais à l'écran. voilà. Enchanté Anne. Bonsoir. Bonsoir. Je suis en train d'essayer de faire ressortir le côté rage et rassemblement qui est vraiment très présent dans le livre. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'image de la grenade du côté explosif, qui est un élément déclencheur, et surtout les dégâts collatéraux sont vraiment se répercutent vraiment sur tous les personnages, quoi. Il y a un élément déclencheur. On pourrait croire que c'est la grenade, mais c'est plutôt, c'est vraiment l'histoire de Yuan qui est un révélateur de tous les personnages, qui a une incidence sur toute leur vie et qui les modifie ben, à jamais, quoi. Les personnages n'ont pas été blessés directement, mais indirectement, ils sont tous détruits et changés à jamais, quoi. Donc ça m'a beaucoup touché, ce côté un personnage qui change tout, quoi. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que oui, il y a un côté bombe à fragmentation quoi, dans cette histoire. Ça rejaillit sur l'ensemble enfin, sur ces deux communautés, la micro-communauté de la famille et puis la communauté de la ZAD. Et ça aussi, c'était quelque chose auquel je tenais. Ça me fait plaisir d'être lu comme ça. L'idée qu'on n'ait pas affaire à un roman où l'événement se multiplie un peu comme dans le roman d'aventure où les situations sont très nombreuses, mais où une situation initiale engendre de manière extrêmement rationnelle finalement des réactions en cascade. C'est affreux, j'ai l'impression d'être une, une affreuse défenseur ou sectatrice de l'esthétique classique en disant ça, mais en fait en le disant, je réalise que c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. Et c'est ce qu'on a ressenti aussi vraiment en relisant, si je puis me permettre, en retravaillant, parce qu'il y a, Mm. voilà, on a travaillé sur ton roman, sur ce qui dégageait, sur ce qui questionnait. Et, non, c'est passionnant, vraiment passionnant ce que tu dis. Et Merci. moi, j'aimerais aborder maintenant l'idée de cette radicalité que tu as mis en lumière dans le roman, cette radicalité qui, en latin, enfin par sa racine, désigne ce qui tient à la racine, ce qui est profond. Et on voit qu'il y a une vraie radicalité, une vraie rupture, que ça soit alors à différentes strates, je veux dire dans le roman, ça va être entre Johan et ses parents, entre les parents et la ZAD,
entre les parents dans le couple, entre eux, et puis aussi dans la ZAD, entre la ZAD historique et les plus jeunes. Alors, pourquoi tu as voulu en fait choisir des positions à l'extrême? Qu'est-ce qu'elles viennent dire, ces positions à l'extrême, cette radicalité que tu choisis en fait de mettre en lumière dans ces différentes strates de lecture? Alors, c'est marrant, ce soir, il y a plein de mots, il y a plein de mots nouveaux parce que vous avez travaillé, je vais pas faire le prof, mais oui, oui. Non, non, je te dis ça parce que en fait, le mot racine a été capital pour moi aussi. Euh, je repars de là et après je réponds à ta question si tu veux bien. Euh, le mot racine me paraît extrêmement important parce que la ZAD, c'est vraiment le lieu où ce mot atteint son paradoxe ultime. Tous ces militants, y compris les jeunes, sont des gens qui refusent les racines patrimoniales, c'est-à-dire tout ce qui est légué par la famille est rejeté. Et en même temps, ils continuent à chercher des racines au sens parfois propre du terme, c'est-à-dire la racine dans le sol, et ils plantent leurs propres racines. Et c'est comme si ce que la société leur offrait en termes d'enracinement ne leur suffisait pas, et comme s'ils remplaçaient ça par un autre type d'ancrage dans la terre. Ce qui les rend d'ailleurs tout à fait exceptionnels, parce qu'on remarquera que la plupart des jeunes gens d'aujourd'hui, en tout cas beaucoup de ceux que j'ai face à moi dans mon métier, refusent les racines au point de préférer l'expatriation et de préférer la coupure complète avec le point de départ. Alors eux, c'est pas leur cas. C'est pas leur cas, ce qui rend leur situation parfaitement ambiguë parce qu'ils sont à la fois des révolutionnaires et des gens de la terre. Ce qui va pas de soi en fait, hein, écrit sur le papier. Alors après, pour répondre à la question de la radicalité, c'était précisément pour montrer que même si on a des positions extrêmement divergentes, il me semble qu'il était possible de montrer dans le roman que tous ces gens qui ne s'entendent pas sur un plan idéologique sont en fait beaucoup plus proches qu'on ne pense. Alors, c'est peut-être que l'idéalisme est cette fois-ci de mon côté et pas du côté des zadistes, mais c'était un peu ce qui m'a guidée en écrivant le livre. Si je prends l'exemple du couple parental, on ne peut pas faire plus opposé dans l'attitude, dans les réactions, je dirais même dans les réactions physiques. Parce qu'en fait, ils réagissent beaucoup avec leur corps, tous les deux. C'est-à-dire que le père réagit avec la colère, et la colère a quelque chose d'extrêmement physiologique avant d'être idéologique. Et la mère réagit aussi avec son corps, parce qu'elle est plus sereine, plus calme, et donc elle va s'intéresser à ce qui l'entoure, peut-être d'une manière plus immédiate. Et je tenais malgré tout à ce que ces deux positions très radicales ne soient pas perçues l'une comme bonne par le lecteur et l'autre comme mauvaise par le lecteur. Alors il est vrai qu'on peut avoir ses préférences, qu'on peut préférer l'un des deux personnages, mais l'une de mes ambitions, en tout cas, c'était de faire en sorte que même si par exemple on se sentait plus éloigné du personnage paternel, on finisse par le trouver touchant, ou qu'on puisse adhérer à ce qu'il à ses réactions. Et c'est un petit peu la même chose du côté des zadistes. J'aimerais bien, en lisant le livre, qu'on se dise, en fait, même si on est contre eux au départ, bah, peut-être qu'ils n'ont pas totalement tort. Et vice-versa. Alors l'idée n'est pas de prôner une sorte d'unanimisme, mais d'essayer de montrer que c'est la part d'humanité en chacun d'entre nous qui fait que même si on s'oppose, on doit à terme pouvoir s'entendre. Tout ça pour dire que, et j'espère que je ne suis pas la seule à penser ça, mais que je ne crois pas du tout, mais vraiment pas, que ce soit les idées des gens qui comptent en fait. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est leur tempérament, c'est leur psychologie, c'est la capacité qu'ils vont avoir d'aller vers l'autre ou voilà, cette part d'humanité-là me paraît essentielle.
et je pense que c'est l'une des missions du roman, de faire en sorte qu'on comprenne mieux les gens qui sont pas comme nous, quoi. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai choisi ce sujet-là, parce que je suis pas du tout militante à la base, et que malgré tout, et même je dirais plus que tout, ceux qui ne sont pas moi m'intéressent, et Mais que c'est j'ai vraiment ce qu'on a ressenti, même au sein du couple. En fait, c'est ton absence de parti pris qui est intéressante, parce que tu nous laisses libre d'aller, c'est le cas de le dire, choisir notre camp. Et même au sein du couple, on peut être à certains moments révolté. Quand on est mère de famille, il y a des questionnements qui nous paraissent très, très absolus. Alors ça, on en a beaucoup discuté Ouais. entre nous. Les 5 femmes, les mères en nous se sont vraiment voilà, questionnées. Mais c'est ça et je te rejoins dans cette humanité que tu veux mettre en lumière plus que dans des idées. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a vraiment ressenti. C'est vraiment ce choix que tu laisses et ce cheminement que tu arrives euh, à nous faire faire. Pas par ce que tu mets en place, voilà, pas par ces personnages que tu mets en place ou par les combats en fait qui les animent. Nous, derrière, ça va nous ramener à nos propres existences et à se questionner aussi. Bon, mais si ça a été senti comme ça, tant mieux. Mais vraiment, j'ai essayé d'être tous les personnages à la fois. Enfin, à des moments, je pense que j'aurais réagi. J'espère que les lecteurs l'ont senti comme ça. Mais à des moments, je pense que je suis capable de réagir comme le père et à d'autres comme la mère, et que c'est plus une question de temporalité, en fait. Alors évidemment, pour la lisibilité du livre et pour notamment la cohérence des personnages, on est obligé de typifier un peu, mais euh, cette alternance-là, voilà, me paraît importante. On va peut-être passer un dernier mot, Nadine, et puis ensuite on va laisser la parole aux questions. Je vois qu'on a déjà des mains levées. Alors, un dernier mot, et puis effectivement, préparez vos questions. Donc, le dernier mot sur lequel on voulait discuter, c'était le mot aspiration. Alors, voilà, on parlait du couple. Donc, Laurence et Loïc, qui forment un couple sans histoire, qui rêvent de construire une famille. Et finalement, il faut cette grenade pour que leur personnalité s'exprime, pour que leur chemin peut-être diverge. Vous écrivez en parlant de Laurence des mots assez touchants, et je voulais lire justement une phrase. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, elle avait toujours vécu avec ce rêve: construire une famille unie, aimante, une sorte de nid où les enfants apprendraient librement à voler de leurs propres ailes sans jamais se sentir étouffés ou rabaissés. Donc vous en faites vraiment un couple extrêmement attachant et touchant. Et d'ailleurs, en tant que lecteur, on est un petit peu frustré de ces chemins qui se séparent, en particulier quand on lisait tout ce qu'un homme et une femme pouvaient se donner comme consolation, ces deux-là se l'apportaient au mieux qu'ils pouvaient. Et je trouve que c'est presque dramatique de voir qu'effectivement, cette consolation, finalement, une grenade a fait qu'ils ne vont plus arriver à se l'apporter mutuellement. Donc voilà, c'était un couple qui se battait pour accéder à un certain confort que leurs parents n'avaient peut-être pas eu. Et puis voilà que Johan, leur enfant, lui, va refuser en bloc ce modèle de réussite sociale, qui peut être aussi perçu finalement comme un enfant plein d'ingratitude, voire même qui manque de respect vis-à-vis de ses parents et de leurs efforts, quand on voit la scène avec l'achat des vêtements, par exemple. Et ce qu'on se demandait, Anne, c'est cette opposition au modèle parental, est-ce qu'elle était seulement, et je mets vraiment des parenthèses, liée à la conscience écologique, ou au contraire, est-ce que c'était finalement une révolte plus générale d'un adolescent contre ses parents? Donc, qu'est-ce qu'elle représente, cette révolte et cette rage de Johan? Alors, dans mon esprit, il est question d'une révolte intégrale, c'est-à-dire que il me semble que chez des êtres aussi jeunes, lorsque révolte il y a évidemment révolte, enfin, il y a révolte idéologique, ça je ne le nie pas. D'ailleurs, chez les personnes que j'ai pu interroger à ce sujet, lorsqu'il y a un engagement politique très fort, la part idéologique existe. Mais c'est comme dans toute révolte, elle ne suffit pas à expliquer la violence de certains questionnements ou de certains positionnements. Et c'est aussi quelque chose de l'ordre de la recherche d'adrénaline, hein, de la volonté d'opposition, de ce désir d'exister contre, qui est propre à un certain âge de la vie. Alors qu'il soit universellement répandu, je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûre à titre personnel de l'avoir moi ressenti à cet âge-là, mais que certains adolescents traversent avec plus ou moins avec une
une violence plus ou moins prononcée. Je dirais, pour revenir sur le mot aspiration, que si cette révolte est parfois très violente, c'est aussi parce que je suis intimement persuadée que les idéaux qu'on offre à la jeunesse d'aujourd'hui ne sont pas forcément extrêmement exaltants. Et que je comprends une part de cette révolte. Je n'exagère pas, hein, mais quand on demande vraiment à des lycéens aujourd'hui, des garçons ce qu'ils veulent faire, beaucoup répondent youtubeurs et beaucoup de filles répondent actrices ou chanteuses, quoi. C'est-à-dire que, alors il ne s'agit pas d'en faire tous des héros, des aventuriers ou quoi que ce soit, c'est pas mon propos, mais on comprend que certains d'entre eux, et une grande part d'entre eux, ne trouvent pas leurs aspirations personnelles comblées par ça. Alors, comme tu disais tout à l'heure, ça ne justifie évidemment pas le mépris des aspirations des adultes, qui eux aussi sont tout à fait légitimes. Et si je prends le parti peut-être un peu de frustrer le lecteur ou de le désespérer en brisant ce couple, parce que ça a été dur à écrire pour moi aussi, c'est pas parce que je voulais absolument que ça finisse mal, mais Je sais pas, tout le monde n'a pas lu, on va pas tout spoiler. oui, je dévoile pas tout. Je voulais juste vous montrer, alors c'était un tout petit peu plus politique, je termine rapidement. Je tenais à une idée importante, c'est que souvent ces conflits politiques sont discutés au plus haut sommet de l'État ou dans l'élite comme étant des conflits purement abstraits, c'est-à-dire on va prendre telle décision et puis on va voir en fait ce qui se passe. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est quand même qui est quand même très préoccupant, c'est que quand on prend une décision politique, ça a un impact sur la vie des gens, et c'est très plat et très bête comme constat. Mais le romancier, c'est ça aussi, c'est de dire, la décision abstraite, elle a des conséquences, et elle a parfois des conséquences néfastes sur des gens qui, eux, n'appartiennent pas à l'élite. Et ça m'importait aussi, je crois. Et donc, cette question des aspirations, elle est tout à fait capitale aussi. Merci beaucoup. Merci Anne. On va passer la parole à Thibaut qui a levé la main. Thibaut, je te laisse la parole. Attends, je vais te remettre le son. Merci beaucoup. Bonsoir Anne. J'espère que vous allez bien. Alors moi, dans un premier temps, j'aimerais vous féliciter pour votre magnifique roman que j'ai dévoré, que j'ai aimé. Je crois que c'est un des premiers romans que j'ai lu de l'hiver littéraire. J'aimerais surtout vous féliciter sur la nuance et la psychologie de vos personnages, parce que c'est ça qui m'a le plus impressionné. Surtout, comme vous le savez, étant infirmier en réa, moi, ce qui m'a surtout le plus perturbé, c'est que ça ne soit pas la mère qui prenne le rôle de je veux que mon fils soit près de moi, je veux que mon fils rentre à la maison, et c'est le père. Et au début, ça m'a un peu interloqué. Je me suis posé beaucoup de questions sur ça. Et c'est ça, en fait, qui m'a apparu le plus renversant dans votre roman, c'est vraiment la psychologie de vos personnages. Autant le père qui se bat pour avoir son fils chez lui, autant cette mère qui tente de comprendre pourquoi son fils a été dans ces endroits-là. Et également cette sœur, en fait, qui sait plus où se positionner dans cette famille, dans cette maison. Euh, et enfin, pour terminer, j'ai deux questions. Est-ce que au cours de l'écriture, vous vous êtes posé la question de donner une parole à, à Johan? Parce que est-ce que vous vous êtes dit, étant dans le coma, est-ce que je peux lui donner une parole? Est-ce que je pourrais lui offrir un temps, oui, une parole par rapport à ce qu'il vit? euh, Dans le sens où il est dans le coma ou après il est dans un état végétatif. Et l'autre question, c'est pourquoi l'enfant de la rage? Pourquoi ce titre-là? Parce que en fait, alors peut-être que je peux me tromper, hein, mais je pense que pour moi, il est un peu effacé en fait, cet enfant de la rage. Parce que le plus important, enfin moi je l'ai vécu comme ça, hein. Pour moi, c'est un combat entre quand même une mère, un père et une autre famille, on va dire la famille de la ZAD. Voilà.
Bravo et je vous dis à bientôt à Andernos. Merci beaucoup. Bah, je suis ravie de pouvoir te parler en vrai grâce Oui, moi grâce à un aussi. livre de Five. C'est hyper agréable. Alors, il y a beaucoup de choses sur la potentielle inversion du rapport entre le père et la mère. Alors ça, c'est très amusant, comme quoi il y a une partie d'inconscient dans l'écriture très, très forte. C'est que la première fois qu'on m'a posé cette question, c'était en librairie. Et je me suis aperçue que je n'avais jamais réfléchi à la question comme ça. C'est-à-dire que je ne me suis à aucun moment dit, tiens, ça pourrait être la mère. Enfin, j'aurais pu inverser les rôles en changeant le sexe des personnages. Ça, c'est complètement, c'est venu de manière totalement spontanée, quoi. Et en fait, quand on m'a posé la question, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, il était peut-être plus naturel que la mère aille vers le corps et le père vers l'esprit. Et je crois que j'aurais pas pu écrire le bouquin, en fait, parce que je voyais pas les choses comme ça. Je pense. Alors, j'ai beaucoup insisté sur la part intellectuelle de l'écriture là pendant les 30 premières minutes, mais il y a aussi évidemment une part très, très affective et une partie des réactions du personnage du père sont inspirées en fait par ce qu'auraient été, je pense, les réactions de mon propre père dans cette situation-là. Euh, ou mes propres réactions. Et je crois que ça s'est imposé à moi, en fait. Donc là, pour le coup, c'était pas calculé, ça. Alors, sur le personnage, sur la parole que j'aurais pu donner au personnage de Johan, alors c'est la marque d'un lecteur très, très précis et intuitif parce que, en fait, cette parole a existé. Elle a existé, mais elle a été effacée du livre. Alors, c'est un livre qui a été de multiples fois réécrit. Je ne mentirai pas en disant que j'ai dû retravailler le manuscrit une bonne dizaine de fois. Mais à l'origine, le livre était beaucoup, beaucoup plus long et comportait 5 parties. Et la troisième partie, donc la partie centrale, était une sorte de coupure ou de vaste flashback où j'adoptais le point de vue du personnage de Johan et où je retraçais de son point de vue à lui les débuts de l'engagement jusqu'à la période de la nuit du commun. C'est une idée qui m'est venue en cours de route. C'est une partie que j'ai écrite, je sais pas, je dirais en 12 à 15 jours au fond de mon lit en ayant expédié mari et enfant à l'autre bout de la France, quelque part du côté de l'Alsace qu'Isabelle connaît bien. Donc dans un espèce d'état second. Et en fait, alors ça c'est l'orgueil de la personne qui écrit, j'étais très contente. je lisais le truc en me disant, ah ouais, ça colle, il y a une espèce d'oralisation de l'écriture qui tranche, ça va être intéressant. Et c'est comme toujours, quand on fait un truc, quand on est dedans, on se dit, on est un peu convaincu par ce qu'on fait, sinon on le ferait pas. Et puis, à la relecture, je me suis dit qu'en fait, c'était pas si bien que ça. Et puis après concertation avec l'éditeur, il est apparu que ça risquait comment dire, d'alourdir le texte. Mais bon, voilà, le texte existe quelque part. En l'effaçant, c'est le texte fantôme, vraiment. En l'effaçant, ça recentre, c'est vrai, le texte sur les parents. Et donc, pour basculer sur la troisième question, il y a un effacement de l'enfant de la rage, totalement. Là encore, avec le désir de laisser vraiment le lecteur libre de se figurer ce qu'a été ce personnage. J'en profite pour faire de la publicité pour un roman qu'on n'a pas assez vu, lu ou entendu, qui est un excellent texte qui s'appelle Partout le feu d'Hélène Laurin, qui est paru chez Verdier, qui était un roman en vers, et cette fois-ci raconté du point de vue du militant. Et c'était de toute beauté, parce que Hélène Laurin a réussi à traduire ça. Et j'avais ça en tête, et je me disais, mais en fait, ce bouquin-là a déjà été écrit, et je ne peux pas faire mieux, parce que je suis d'une admiration absolue devant ce texte. Et voilà, toutes ces raisons ont fait que le texte final a cette forme-là. Voilà.
Alors, merci Anne. D'autres questions parmi le public? Non? Alors, nous, on en a une, c'est que ce livre, bon, il parle aussi beaucoup de parentalité et finalement, il pose quand même la question de se dire: «Est-ce qu'en tant que parent, on est prêt finalement à accepter que ses propres enfants n'aient pas forcément, heu, comment dire? Qu'ils choisissent pas les choix, les mêmes idéaux que nous finalement?» Parce Mm. que il y a cette, enfin moi en tout cas, ça m'a interrogée cette partie-là. Merci Florence, ça, c'est une question horrible ça, parce que c'est la préoccupation profonde. C'est une préoccupation très profonde pour moi. Alors, mon fils enfin, j'ai un grand-fils qui a bientôt 15 ans, dont la révolte ne prend pas cette forme aussi radicale. Mais oui, c'est un problème, enfin comment dire, c'est pas un problème, mais c'est une question auquel je pense tout parent est confronté, dès lors qu'il laisse suffisamment de liberté à l'enfant pour s'épanouir. Parce qu'évidemment, lorsque l'enfant est complètement, je dirais, formaté, la question se pose pas. Il y a une sorte d'adhésion qui se met en place. Alors, je dirais plusieurs choses qui sont sur un plan différent. La première, c'est une anecdote personnelle. Alors, je suis peut-être pas normale, mais la première chose que j'ai pensée lorsque j'ai tenu mon fils entre les bras, c'est tiens, c'est pas moi en fait. Ce qui est en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est bizarre, quelqu'un qui sort de moi est différent de moi. Et c'est la première chose que j'ai ressentie, c'est me dire que tiens, j'avais fabriqué, alors évidemment pas toute seule, un être qui était radicalement une autre personne. Et c'est une expérience absolument bouleversante parce que on sait tout de suite que quoi qu'on fasse, ça va pas marcher, quoi. C'est-à-dire que on va pas réussir à la reproduction. Et d'ailleurs, ça n'est absolument pas souhaitable. Parce que l'expérience bouleversante de la maternité, c'est que ou de la parentalité d'ailleurs, c'est la rencontre de l'autre en tant qu'autre. Et il faut s'arranger avec ça et avec le désir de transmission qui est tout aussi fort. Et il y a une très belle phrase de philosophe Simone Weil qui dit que la plus grande preuve d'amour que Dieu a donnée aux hommes, c'est de se retirer du monde et de les laisser libres, en fait. Et j'aime bien l'idée qu'en fait, le plus haut degré de la paternité ou de la maternité, c'est créer l'être et en fait, ensuite, avoir le courage, parce que ou la force de se retirer du jeu pour laisser l'enfant choisir par lui-même, une fois évidemment qu'on lui a donné les tuteurs nécessaires. Et c'est très, très, très difficile parce que ça suppose d'avoir aussi, comment dire, régler ses propres conflits hein, et de savoir où mettre le curseur. Mais c'est aussi ce qui fait la beauté de la chose, je crois. Parce que si c'était trop facile, ce serait pas aussi merveilleux. Merci. Alors je regarde, je vois pas de main. On avait une question également sur, la place de l'écriture dans ta vie et alors de façon un peu provocante, est-ce que c'est un passage obligé d'écrire lorsqu'on est prof de lettres? Est-ce que c'est un passage obligé? Je ne sais pas. En fait, j'ai quand même envie de répondre oui. C'est un peu comme, comment dire? Je cherche la comparaison la plus parlante, mais en fait, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien dessiner et peindre, à ma toute petite échelle et ça m'aide dans les musées à comprendre pourquoi le peintre en face de moi, lui, c'est un vrai génie et qu'on je pense vraiment que une expérience de l'écriture, même journalistique ou même sans du tout dessin de publication, est un plus. Alors je dirais pas que c'est obligatoire, mais est un plus dans l'enseignement parce que
lorsqu'on lit un texte, surtout, je dirais, un texte classique du point de vue du style, on a toujours l'impression qu'on peut faire la même chose. Il y a ce côté, c'est limpide, quoi, c'est simple. Et donc, et dès que j'essaie de faire une phrase, je mesure la difficulté de m'exprimer clairement, de m'exprimer avec une syntaxe correcte, avec et donc rien que pour ça, c'est utile parce que ça me permet de mesurer le génie des gens que je lis tous les jours. Ah ben, je vais passer la parole à Taël qui a une question également. Ah, alors attends, tu n'as pas le son, on essaie Est-ce de... que vous m'entendez? Ça Ouais. y est. Oui, Ouais. bonsoir Taël. Bonsoir. Bon, bah, moi, je voulais déjà redire de vive voix Anne, à quel point j'avais été touchée par son livre, hein. Et voilà, je souscris à tout ce qui a été dit jusqu'ici. Et j'avais une question un peu de prospective, c'est s'il y avait un autre texte en gestation dans les prochaines semaines, évidemment. Est-ce que Alors, tu es en train d'écrire sur un autre texte? Est-ce oui, qu'il y a d'autres... alors d'abord, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as dit et fait à propos de ce livre. J'attends courbé avec impatience que je lirai bientôt. Il arrive. Oui, parce que Taël, on précise que Taël voilà, sort son nouveau roman. C'est le 4 avril ou je me Le trompe? 5 avril, ouais, le 5 avril. 5 avril. Bientôt donc. Voilà. Et Euh, voilà, et qui paraît très très engageant. Donc voilà. alors, j'ai plein d'idées différentes, comment dire, des plus risquées ou moins risquées. Mais là, pour être tout à fait transparente, j'ai rien recommencé. Enfin, j'écris comme ça un peu pour moi, pour m'entretenir. Mais l'élaboration là du livre actuel a été assez éprouvante. En parler prend du temps et je prends un peu de temps pour moi avant de me relancer éventuellement dans un autre projet. S'il y a quelque chose que l'expérience m'a appris, c'est que on est toujours tout feu, tout flamme au moment de se lancer. C'est parfaitement normal, c'est nécessaire parce qu'il faut un élan. Mais pour finir quelque chose, il faut du temps, il faut beaucoup d'énergie. Et j'attends que ma jauge d'énergie soit remontée à son niveau maximum. Merci. Ben, je vais passer la parole à Virginie, qui a des questions un peu différentes. Thibaut avait une Exactement. question. On va finir ce petit... Ah, Thibaut a encore une question? Ah, non, Thibaut n'a plus de questions. Bon, alors, donc, Ah, on peut, je sais pas, Thibaut, tu es toujours là? Vous Non. m'entendez pas? Ah, ça y est, vas-y. Bah, super. Anne, quand vous avez soumis votre manuscrit à Alice Dandigné, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Est-ce que ça a été tout de suite coup de foudre, on ne touche à rien, on se lance dans la publication ou va falloir retravailler? Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé plutôt coup de foudre, c'est-à-dire que le texte a passé la rampe tout de suite, mais en fait, il avait été réécrit énormément de fois avant. Donc, ce que j'ai envoyé était déjà l'aboutissement de beaucoup de travail. Après, il y a encore eu quand même 1 ou 2 mois de réécriture, mais sur des choses très ponctuelles, en fait, qui n'engageaient pas la structure du livre, qui engageaient plutôt un accent peut-être à mettre un peu plus fort sur certains passages. Mais voilà, c'était pas du travail de reconstruction complet. Voilà. et ben, du coup, on va pouvoir finir cette session sur un petit jeu, le petit jeu du tu préfères. On va te donner le choix entre 2 mots, 2 options, 2 idées, et à toi de nous dire ce que tu choisis. Alors, Comme la j'ai le mari qui écoute, il faut que je fasse attention à ce que je réponds. non, ne t'inquiète pas, on est resté quand même dans les clous, tout va bien. La première, par exemple, Biocoop ou Intermarché? À Biocoop. Bien.
quand même, on reste fidèle. La Ouais. deuxième, la deuxième, est-ce que tu es plutôt pavillon ou tente pop-up façon Quechua Décathlon? Alors ça va sonner affreusement snob, mais pavillon. J'ai passé l'âge de certaines choses. Mes os ne le supporteraient plus. Ensuite, elle est difficile celle-ci, hein. Écrire ou instruire? Oula. Ah, Ah, ouais, ça c'est une vraie colle, hein. Parce que alors pour le coup, je vais lever mon pouce, je sais pas si c'est possible, mais c'est l'une de mes déchirures, ça. Parce que les deux à 50%, vraiment. Je peux pas choisir là. Vraiment pas. Enfin, si, s'il faut choisir, instruire, parce que pour moi, l'écriture est englobée dans ce mouvement-là. on a, on a Étienne qui nous dit instruire en Oui, écoutant. voilà, oui, Je pense que vous êtes alignés sur ça. voilà, on est alignés sur ce point-là. La suite, mère démissionnaire ou père courage? Euh, Je suis une mère démissionnaire sans hésitation. La famille ou les idées d'abord? La famille. Transiger ou résister? Résister. Et alors, une dernière qui n'est pas un tu préfères, mais on a envie d'introduire ça maintenant, c'est dis-moi ce que tu lis pour nous dire qui tu es. Qu'est-ce que tu lis en ce moment, Anne? Au Je global, qu'est-ce lis. que tu aimes lire, en tout Qu'est-ce cas? que j'aime bien? Mais non, mais je peux répondre aux deux questions parce qu'en fait, elles sont convergentes. Comme je suis très fatiguée, en ce moment, je lis de la mauvaise littérature du 19e siècle que j'assume totalement. J'ai découvert que les éditions Équateur avaient réédité dernièrement un roman d'Eugène Sue que je ne connaissais pas. J'ai passé beaucoup de temps dans les mystères de Paris et dans le Juif errant dans mes jeunes années. Et là, les Équateurs viennent de... Je ne l'ai pas sous la main, c'est dommage que je... Ah si, là, bah si, ça tombe bien, il est sur mon bureau. Viennent de rééditer Les misères des enfants trouvés, avec une super couverture très, très 19e. C'est en 4 volumes, donc c'est très long. C'est un côté Pulp Fiction, il y a plein de personnages. C'est très pathétique et ça me distrait beaucoup. Donc je conseille ça à tout le monde. On se le note, enfin, les filles, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, je ne connais pas. Et, et je crois que je vais noter. C'est hyper distrayant et comment dire, c'est un romancier qui est sous-coté de mon point de vue parce qu'il il fait vraiment il fait vraiment le travail en fin de journée. Et parfois, je ne demande que ça à mes livres, donc ça tombe très bien. C'est bien, effectivement, de balancer, de contrebalancer un petit peu. On ne peut pas être toujours, Ah oui, vraiment pas. toujours à 100% au maximum. Ça fait du bien aussi. Et c'est aussi pour ça la littérature aussi. Oui, mais oui. On va peut-être revenir faire un petit tour du côté de chez Octave pour voir où il en est dans son dessin ou sa peinture surprise. Ça y est, c'est terminé. Ah là là, magnifique. Alors, Donc, attends, est-ce que tu peux parler pour qu'on... Voilà. alors c'est un peu le point de la révolte, de la rage, et les personnages qui peuvent, selon ce qu'on peut imaginer, soit être source de rassemblement ou source de désunification entre Ah, c'est les superbe. différents personnages. Et puis j'ai rajouté ce Johan qui a été retrouvé avec son sweat jaune avec son A d'anarchiste rouge. Extraordinaire. Je suis très touchée. C'est très, très beau. Et très, très signifiant aussi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci, Octave. Avant de redonner la parole à Cindy pour la conclusion, on va procéder au tirage au sort puisque Anne et les éditions Robert Laffont ont eu la gentillesse de nous offrir un ouvrage. La personne qui remportera le livre aura aussi la chance d'avoir un exemplaire dédicacé puisqu'Anne a gentiment accepté. Alors, le gagnant ou la gagnante, je ne sais pas, c'est le compte Stephen 63.
Donc, on mettra de toute façon le nom et on mettra un petit message sur notre compte pour que cet abonné nous donne ses coordonnées pour l'envoi du livre. Dédicacé. Dédicacé. Écoute, Cindy, je te repasse la parole. Merci. Merci Anne pour cette heure très enrichissante. Clairement, tu es une personne passionnante, passionnée et c'est un plaisir de te recevoir chez les Five. Si jamais vous n'avez toujours pas lu Anne Bockel, je vous conseille Le Berger au Seuil et L'Enfant de la Rage qui vient de paraître chez Robert Laffont, toujours disponible en librairie. Et avant de vous quitter, on est heureuse de vous dévoiler nos 2 prochains invités. Nous recevrons le 28 avril à 18h30 Édouard Jousselin, qui a publié La géométrie des possibles et chez Rivage, pardon, et qui a été un gros coup de cœur pour nous 5. Et au mois de mai, un lundi exceptionnellement, le lundi 6 mai, nous allons accueillir Camille de Peretti avec L'inconnu du portrait chez Calman Lévy. Donc, merci à tous, très bonne soirée. On se retrouve sur Instagram pour le replay sur YouTube et on vous fait des bisous.